Un grand merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes toujours sur le Salon Férine, la deuxième édition. Et je remercie également tous ceux qui se connectent. Pour ceux qui sont là, partagez ce direct encore et encore pour ramener du monde. Parce que je suis sûre et certaine que les outils développés vont aider plus d'un. Nous allons poursuivre, mais avant ça, je dis quand même merci à tous nos exposants, notamment à Terreau Fertile, l'association elle-même qui organise ce salon. Nous étions également avec Mob, Ayemi House, Nachute Kenkeliba, Choco Togo. Nous allons poursuivre à présent avec la conférence inaugurale. Le thème choisi pour cette année, c'est l'homme au cœur de la croissance économique et du développement durable. Et pour cette conférence, je vais inviter M. Stéphane Akaya. Il est le conseiller économique et financier du Premier ministre de la République togolaise. Merci beaucoup. Allô? Ok. Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, monsieur le coordonnateur national du système des Nations Unies au Togo, monsieur le représentant résident du, du programme des Nations Unies au Togo, cher Aliou, madame la coordinatrice générale du salon Férine, monsieur le commissaire général de l'Office togolais des recettes qui était avec nous, mesdames et messieurs directrices, directeurs de société, mesdames et messieurs les entrepreneurs connectés en ce moment pour nous suivre, je vous fais un petit coucou de là où vous êtes. Et distingués invités, mesdames et messieurs, l'homme n'est pas un facteur de développement. Il en est le fondement. C'est ce qu'écrivait Jean-Marie Miossec, professeur des universités et président de l'université Paul Valéry de Montpellier, dans son œuvre L'homme et le développement. En effet, le thème de cette deuxième édition du salon intitulé L'homme au cœur de la croissance et du développement durable évoque un sujet qui depuis très longtemps préoccupe les acteurs de développement et plus particulièrement les économistes et les pouvoirs publics. D'abord, qu'est-ce que la croissance économique? La croissance économique peut se définir comme la variation positive de la production de biens et de services dans une économie sur une période donnée. L'étude de l'origine de la croissance a été d'abord initiée par des économistes précurseurs comme Adam Smith, Thomas Malthus et David Ricardo. En 1776, dans ses recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Adam Smith met en évidence le rôle de la division du travail, surplus, marché, gain de productivité, comme facteur de croissance. Cette division du travail se trouve renforcée par la participation du pays au commerce international, notamment la fameuse théorie des avantages absolus. Dans son essai sur le principe de population, publié en 1796, Thomas Malthus, quant à lui, considère que la croissance est limitée, contrairement à Adam Smith, en raison de la démographie galopante. À l'époque, si vous en souvenez, il attribuait la misère en Angleterre au décalage entre deux lois. La loi de progression arithmétique des subsistances et la loi de progression géométrique de la population. Ainsi, il disait que la sortie de cet état, selon lui, passe par la mortalité, la baisse de la natalité et le célibat. Quand nous nous référons à l'actualité, nous constatons que cette théorie continue de diviser certains intellectuels et les hommes politiques qui pensent que le sous-développement de l'Afrique est dû à sa démographie, alors que pour d'autres, la démographie constitue le moteur de la croissance. Cette deuxième édition du salon aura donc pour mérite d'apporter sa contribution à une préoccupation de l'heure et de répondre à la question fondamentale qui est la suivante. Quel est le rôle de l'homme dans le processus de croissance et de développement durable des nations? Dans son ouvrage Capitalisme, socialisme et démocratie, Joseph Schumpeter fait du progrès industriel la clé du changement. Il disait: l'impulsion fondamentale
qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimé par les nouveaux objets de la consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle, tous éléments créés par l'initiative capitaliste. En d'autres termes, le progrès industriel est porté par des innovateurs qui cherchent à emporter le gros lot. L'analyse schumpeterienne est intéressante car elle ne repose pas seulement sur le progrès technique, sur l'évolution des connaissances ou les grandes inventions. Schumpeter ajoute ici un élément fondamental qui est le chef d'entreprise, considéré comme un héros, qui prend le risque de lancer un nouveau produit ou une nouvelle façon de produire et une structure qui assure à celui qui a réussi son pari d'en percevoir une rétribution financière et de contribuer également à la croissance et au développement du pays. C'est pourquoi j'aimerais profiter de cette tribune pour rendre un hommage mérité à ces jeunes entrepreneurs togolais. Jeunes entrepreneurs, vous êtes artisans du développement de notre pays. Par votre travail, vos sacrifices, votre talent, vos innovations et votre persévérance, vous contribuez à la création de richesses, à la création d'emplois et au développement de notre mère patrie, le Togo. Je nourris l'espoir que dans un futur proche, ce salon engendrera la prochaine génération des entrepreneurs, à l'image de Gervais Kofi Diondo, l'icône togolais de l'entrepreneuriat, de Dangote, de Tony Elumelu, de Jack Ma, de Bill Gates, pour ne citer que ceux-là. L'émergence de cette nouvelle génération d'entrepreneurs passera également par des investissements soutenus dans le capital physique, le capital humain, le capital public, le capital technique et j'en passe, qui sont les moteurs de la croissance économique dans la théorie de la croissance endogène. Le capital physique, c'est l'ensemble des équipements dans lesquels investit une entreprise pour la production de biens et de services. En investissant dans de nouveaux équipements, nos entreprises se donneront les moyens d'accroître leur production afin d'avoir des économies d'échelle pour pouvoir tirer des avantages de la compétitivité pris face aux entreprises concurrentes. La difficulté majeure rencontrée par les entreprises, surtout les jeunes entreprises, réside dans le renforcement du capital physique et qui est lié systématiquement à l'accès au crédit. Le financement de l'économie mesuré par le montant des crédits rapportés au PIB est encore très faible dans notre zone et se situerait autour de entre 35 et 40%. Comparativement à la zone européenne où on est pratiquement à plus de 100% et en Chine, aux États-Unis, on est à plus de 150%. Vous voyez le gap. Sur ce point, l'État, les partenaires, les institutions qui accompagnent les entrepreneurs doivent jouer un rôle fondamental en apportant des garanties nécessaires aux banques afin de faciliter le financement des PME-PMI et en insufflant de nouvelles formes de financement telles que le capital risque et le crédit bail. Nous nous réjouissons de l'existence de certains mécanismes au Togo, notamment le mécanisme incitatif de financement agricole, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le crédit bail aussi qui a été récemment lancé, et toutes les initiatives, notamment les incubateurs développés par le programme des Nations Unies pour le développement, l'accélérateur, et j'en passe. Cette occasion permet de rappeler la nécessité de leur apporter le soutien et les ressources nécessaires pour qu'ils s'engagent plus sereinement auprès des entrepreneurs avec plus d'efficacité et d'impact. Les agents économiques tels que les agriculteurs et les artisans qui sont restés les parents pauvres des banques doivent bénéficier de plus d'attention. À peine 0,5% du montant total des crédits versés à l'économie est accordé à l'agriculture. Mesdames et messieurs, mettre l'homme, notamment l'entrepreneur, au cœur de la croissance et du développement consiste à développer le capital technologique à travers le financement de la recherche. En Afrique, la structure financière de nos entreprises reste encore très fragile pour développer des départements de recherche et développement. Les fruits des recherches étant des biens d'utilité générale, le développement des mécanismes de financement de la recherche contribuerait à la croissance et au développement de nos pays. Il faut par exemple noter que l'indice du savoir révèle que pour 1 million d'habitants, on compte à peine 132 chercheurs au Togo, comparativement à plus de 1071 chercheurs
pour 1 million d'habitants dans les pays industrialisés, notamment en Chine et dans les pays de l'OCDE. Au Togo, l'une des plus belles illustrations de cette période de crise sanitaire reste les efforts de financement consentis dans la recherche des phytomédicaments pour booster le système immunitaire face à la COVID-19. La synergie d'action observée dans ces recherches entre les tradithérapeutes et les enseignants-chercheurs doit être consolidée et développée dans tous les secteurs d'activité pour le bien-être des populations. Cette tribune est également, pour nous, l'occasion de rappeler la place de plus en plus grande des femmes dans le développement de l'innovation au Togo, ce qui n'est pas traditionnellement le cas, vous en convenez avec moi. Avec 57,14% des femmes inventrices qui entreprennent des démarches pour protéger leur invention, le Togo a enregistré la plus forte progression au monde, tel que le révèle le rapport publié par l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Il est ainsi crucial d'apporter aux innovateurs et aux innovatrices, non seulement par le biais de la dépense publique dans la recherche, mais aussi par les politiques structurelles avantageuses, notamment la fiscalité et l'accès abordable aux facteurs de production, les moyens nécessaires à leur développement. La crise sanitaire ayant entraîné le ralentissement des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, qui se traduit par des difficultés à l'importation, offre une opportunité en or à nos pays, notamment le Togo en particulier, de promouvoir la consommation locale telle qu'encouragée par les pouvoirs publics aujourd'hui, en structurant le tissu productif à l'abri de toute concurrence. Cela constitue une opportunité majeure de promouvoir l'axe 2 de la déclaration de politique générale de son Excellence Madame le Premier ministre et qui consiste à dynamiser la création d'emplois en nous appuyant sur les forces de notre économie. Mesdames et messieurs, le rôle du capital humain n'est plus à démontrer. Les discours qui m'ont précédé l'ont rappelé. Et aujourd'hui, il est convenu que ce facteur est mis en évidence par les économistes de l'école de Chicago. Je veux rappeler notamment certains auteurs, Theodore Schultz et Gary Becker, et au centre des études menées par Lucas, prix Nobel d'économie en 1995. Le capital humain désigne l'ensemble des capacités apprises par les individus, qui accroît leur efficacité productive. Chaque individu est en effet propriétaire d'un certain nombre de compétences qu'il valorise en les vendant sur le marché du travail. Dans ce schéma, l'éducation et la formation sont des investissements dont l'individu attend un certain retour. Pour une entreprise, un personnel bien éduqué et bien formé est une mine d'or. Il contribue à la création de la richesse de l'entreprise et par ricochet du pays par sa productivité et sa capacité d'innovation. À cet effet, au-delà des compétences académiques acquises à l'université, les jeunes doivent développer leurs compétences techniques à travers des formations de courte durée qui leur permettent de monter en compétences et d'accroître leur employabilité. Ces formations sont des solutions face aux problèmes actuels du marché de l'emploi, tels que l'inadéquation, formation-emploi et emploi-productivité. Quant aux entrepreneurs, nous sommes sur un marché concurrentiel où les connaissances et les technologies de production évoluent très rapidement. Pour rester compétitif, vous devez participer à la formation, au recyclage et à la mise à niveau de votre équipe et de vous-même. Mesdames et messieurs, distingués invités, face aux nouveaux enjeux sociaux, environnementaux, économiques, est-ce que le modèle de croissance qui a permis aux Occidentaux de se développer peut-il être répliqué par l'Afrique? Ce modèle de croissance est-il durable? Notons quelques constatations. Au XVIIe siècle, la population mondiale était de 500 millions d'habitants et croissait de 0,3% par an, soit un doublement tous les 250 ans. Mais au début des années 70, elle avait atteint 3,6 milliards, doublant tous les 32 ans. Aujourd'hui, elle double tous les 25 ans en Afrique, plus particulièrement. La croissance économique mondiale croît plus rapidement encore que la croissance démographique. La production industrielle a cru d'environ 7% par an au cours des années 1960, ce qui correspondait à un doublement tous les 10 ans. Cette croissance est par ailleurs très inéquitablement répartie et se concentre dans les pays développés, accroissant ainsi les disparités de développement. La population engendrée par cette croissance rapide peut avoir des conséquences délétères
pour la vie et la production agricole et nécessiter des investissements coûteux. Je le rappelle, sur le plan économique, les ressources énergétiques telles que le pétrole ou le gaz ne seraient pas suffisantes pour assurer la pérennité d'une croissance exponentielle au-delà du 21e siècle. En 20 ans, seulement 20 ans, la concentration de gaz à effet de serre a augmenté de 55%. On constate une hausse de 2,7% d'émissions mondiales entre 2018 et 2019. En 2018, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde ont couvert près de 57% des émissions mondiales. Entre 2017 et 2018, les émissions de CO2 ont progressé de 6,3% en Inde et de 4,7% en Chine. Dans le reste du monde, les émissions de CO2 ont augmenté en moyenne de 1,8% par an. L'Europe des 28 est le troisième émetteur mondial de dioxyde de carbone avec 3500 mégatonnes émises l'année dernière. L'Afrique, quant à elle, contribue pour moins de 4% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc vous convenez avec moi que le mode de développement des pays industriels, de plus en plus copié par les pays émergents, et notamment les pays africains, est largement à l'origine des gaspillages et des risques climatiques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale d'énergie augmenterait de 60% d'ici 2030 à défaut de politiques alternatives. 85% des nouveaux besoins seront satisfaits par les produits fossiles, notamment le pétrole, le gaz, le charbon, contre 80% de l'énergie actuelle. La demande de pétrole passerait de 77 millions de barils par jour à 121 millions. La consommation de gaz doublerait avec 4 900 milliards de mètres cubes par an d'ici 2030. Le charbon représenterait un cinquième des besoins énergétiques mondiaux. Et, tenez-vous bien, les énergies renouvelables ne représenteraient que 2% du total. De ces enjeux naît la prise de conscience d'une bonne partie de la population mondiale sur les limites de la croissance telle qu'elle est promue. Ainsi, dans les années 80, le concept de développement durable sera développé en réponse au modèle existant. Le développement durable est défini comme un modèle qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. L'objectif du développement durable est de définir des schémas viables qui concilient les trois aspects environnemental, social et économique. Sa finalité est de trouver un équilibre cohérent et viable à long terme entre ces trois enjeux. À ces trois piliers s'ajoute un enjeu transversal, indispensable à la définition et à la mise en œuvre de politiques et d'actions relatives au développement durable, la gouvernance. La gouvernance aujourd'hui consiste en la participation de tous les acteurs, notamment les citoyens, les entreprises, les associations, les élus, et j'en passe, au processus de décision. Elle est de ce fait une forme de démocratie participative avec l'homme au cœur du processus de développement. Dans la gouvernance mondiale, la prise en compte de la problématique du développement durable s'imprime à travers les 17 objectifs de développement durable. Ainsi, plusieurs pays d'Afrique, dont le Togo, ont adopté des plans socio-économiques basés sur les objectifs de développement durable et impliquant les collectivités locales via des moyens de production autonomes. Ces enjeux de la société du futur, loin d'être source de contraintes et de freins à l'épanouissement entrepreneurial, sont plutôt des occasions d'opportunités que nos jeunes entrepreneurs devraient se hâter de saisir. Il s'agit pour les entreprises de s'engager dans des démarches de responsabilité sociale d'entreprise ayant une influence sur les pratiques et les processus mis en œuvre dans leur production. Cette forme de développement économique respecte l'environnement par une exploitation rationnelle et modérée de la nature et de ses nombreuses ressources. L'argent n'est plus la finalité, ce n'est plus une fin en soi. Le plus important est d'entreprendre sa vie et d'aider les autres. C'est une clé de la pérennité des entreprises et de l'émergence économique. De tout ce qui précède, nous pouvons retenir que la recherche de la croissance économique et du développement a toujours été une préoccupation majeure pour les nations. Il faut cependant noter que le rôle de l'homme dans le mécanisme de croissance et de développement a beaucoup évolué. Considéré au départ comme un facteur de la croissance et du développement, la place de l'homme a été désormais redéfinie avec la notion du développement durable comme le fondement du développement. Je m'en voudrais
de finir cette conférence sans adresser mes chaleureuses félicitations aux organisateurs de ce salon. Malgré la situation sanitaire que le monde traverse, le salon a tenu ses promesses. Par votre initiative, vous démontrez que la jeunesse africaine est la clé de l'émergence. Je souhaite plein succès à cet événement afin qu'il puisse contribuer davantage au développement de notre pays et la promotion des jeunes entrepreneurs. Je vous remercie. Donc, Monsieur Stéphane Akaya, il est le conseiller économique et financier du Premier ministre de la République togolaise. Et nous allons poursuivre à présent notre salon. On les avait annoncés, nous avons plusieurs panels. Et le premier panel sera « Investir dans l'humain, gage d'une croissance équitable et durable ». Vous allez découvrir les panélistes tout à l'heure, mais j'aimerais déjà inviter notre modérateur, Monsieur Marius Kouvaré. Il est... Alors, avant d'aller au panel, nous allons quand même marquer une petite pause publicitaire, remercier les partenaires qui sont sur ce salon et on revient juste après pour installer notre panel, la plage pub.